Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hagrid pour, non pas un rapport de bataille, mais pour une vidéo de review Light Codex V9 pour bien débuter avec le culte Genestealer, avec une présentation aussi de liste à 1000 points. Alors, Hagrid, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Codex V9 culte Genestealer? Qu'est-ce que tu peux nous dire notamment sur les règles générales, le livre, son apparence et ainsi de suite? Déjà, on va commencer par l'apparence. On est quand même sur quelque chose de plutôt bien joli. Ouais. Néanmoins, sur le visuel de la couverture, je suis pas... j'adhère pas à fond. Ça fait pas très culte Genestealer pour moi. Ça fait plus... Toi, tu avais parlé de Drukhari tout à l'heure en off. Mais pour moi, ça fait plus chaos. Je suis d'accord. Néanmoins, à l'intérieur, on a quand même du qualitatif. Il y a du fluff, beaucoup. Ce qui manquait un petit peu dans les derniers codex. Il y a des photos de figues. Il n'y a pas de dessin, ça c'est cool. Et puis, il y a des règles très complètes qu'on développera un peu plus tard. D'accord. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que le culte Genestealer, c'est quand même une armée assez nouvelle et un petit peu sombre, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le culte Genestealer, sur le fluff? Une petite introduction sur le culte. Alors, dans un premier temps, désolé de te contredire, mais non, c'est pas tout neuf le culte. Ça date d'il y a longtemps, mine de rien. On en retrouvait déjà à l'époque de Rogue Trader même. Et puis dans les jeux vidéo, Space Hulk notamment, qu'on a pu trouver sur Sega Saturn. Pour décrire le culte Genestealer, il va d'abord falloir revenir un petit peu au Tyrannide et expliquer ce que c'est qu'un Genestealer. Un Genestealer, c'est un organisme précurseur qui est capable d'évoluer loin de la ruche. Et c'est là que le Genestealer prend tout son sens. Le Genestealer, donc lui, d'une façon ou d'une autre, arrive sur une planète. Il s'avère que les humains sont des bonnes cibles, plus que les Eldar. Oui, les Eldar ayant naturellement une sensibilité psychique, ils repèrent très rapidement le Genestealer, et les taux n'en ayant pas du tout, ils ne sont pas non plus une bonne cible, parce que justement, il faut quand même un minimum de sensibilité pour que le processus fonctionne. D'accord. Le Genestealer trouvera un organisme infecté, par le biais d'une piqûre par le dard de la langue. À partir de là, l'organisme hôte est parasité, et engendrera des hybrides. D'accord. Au fur et à mesure, cette génération-là va augmenter et créer un culte. Lorsque le culte est assez nombreux, il agira comme une balise dans le warp pour attirer une vrille d'une flotte-ruche. Une vrille d'une flotte-ruche. Ok. Donc en gros, il y a un parasite, c'est un peu comme dans Alien, alors c'est pas un truc qui lui saute à la figure, mais ça le pique, et au fur et à mesure des générations, c'est-à-dire le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, vont muter plus ou moins et c'est matérialisé dans le codex par des générations différentes. Voilà, exactement. On compte sur un cycle de vie jusqu'à 5-6 générations, la dernière génération étant une mutation complète, réengendrant des Genestealers. Ok. Bon, alors ça c'est le fluff. On trouve évidemment ça davantage dans des Space Hulk, dans des cités ruches notamment, mais pas seulement, on le retrouve dans tout l'univers de ce que pourrait être la galaxie de l'Imperium. Dès qu'il y a de l'humain, on peut avoir un culte Genestealer. Ok. Alors, on va passer maintenant qu'on a fait les grandes lignes. Alors après, on va quand même faire un petit mot là-dessus. Ensuite, il y a une insurrection, tu parlais tout à l'heure. Ah oui, voilà. Quand la flotte ruche arrive, le but pour le culte Genestealer, c'est de saboter les défenses de la planète pour permettre une assimilation rapide de la planète. Ce qui signifie que le culte est assimilé également, mais eux le voient comme une élévation. Alors, la philosophie de l'armée en jeu, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc, insurrection, ressources, ce genre de choses. Voilà, on n'est pas sur quelque chose des éléments très puissants, donc c'est vraiment de l'insurrection, de la guérilla. Il va falloir dépenser ses ressources au mieux pour être efficace. Et pour coller un petit peu au fleuve, en fait, on se rend compte assez vite que chaque ressource est sacrifiable à la cause. Eh oui. C'est le principe. C'est le principe. C'est la révolution, comme on dit. Alors, tu parlais de philosophie de jeu aussi, en off, une vraie chaîne de commandement, des personnages structurants et une phase de commandement très importante. Oui, alors à tel point que je vais sûrement me faire une checklist pour pas oublier de choses. La phase de commandement est vraiment capitale pour l'armée et il faut vraiment anticiper sur ce qu'on va faire. Et la moindre erreur est sanctionnée par des défauts de relance ou même carrément des défauts de réussite. D'accord, alors comme là on est quand même sur une logique de présentation pour débutants, il faut quand même dire que le culte Genestealer n'est pas le plus facile à jouer, c'est pas de l'ultramarine ou du space marine, c'est pas le plus facile à jouer. Les personnages donc sont structurants, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est grâce aux personnages que tu vas avoir des buffs, que tu vas pouvoir développer en fait
une stratégie et qui va te permettre à tes unités de troupes d'être de bon niveau. Voilà. En gros, bon, c'est un peu comme la garde impériale, c'est-à-dire que bon, bah, ça va pouvoir donner... Alors là, c'est pas des ordres, mais on verra dans cette review que c'est comme ça que ça fonctionne, et il y a du soutien quand même de véhicules et de choses comme ça qui sont vachement intéressantes. Donc, on va passer justement pour illustrer ça aux règles de l'armée, pour toute l'armée, parce que le mécanisme du culte est un petit peu différent des armées habituelles à Warhammer 40 000, c'est ce qui fait sa spécificité, c'est ce qui fait sa difficulté, mais en même temps c'est ce qui fait sa force, parce que quand on ne sait pas jouer contre le culte, la première fois qu'on se retrouve face à une table totalement vide au premier tour, ça fait assez bizarre. Donc justement, tu nous expliquer cette histoire de blip. Voilà, alors, le culte Genestealer, lui, en tant que joueur de culte Genestealer, à chaque phase de déploiement, au lieu de poser une unité, je vais poser un jeton. Un jeton embuscade, puisque c'est la compétence de l'armée. Je te coupe 2 secondes justement parce que on n'en a pas parlé, mais là c'est aussi un des intérêts du codex, c'est que ces jetons qui sont matérialisés par des jetons cartonnés, c'est du 32 mm cartonné recto verso, sont livrés avec le codex. C'est assez rare pour être souligné. Il y a une petite réglette dedans qui est une réglette gradée à 8 pas, c'est ça? 9 pas. Et on verra pourquoi 8 pas tout à l'heure, j'ai dit. Ah, il spoil. Mais du coup, dedans, tu as livré avec des jetons qui vont te permettre de... Voilà. Alors donc ça, c'est bien. Embuscade et tir croisé, on y reviendra, c'est très important. D'accord, les blips alors. Alors donc du coup, chaque joueur va poser en alternance les unités. Donc moi, je poserai des blips, systématiquement, un petit rond de carton. Et au moment où c'est précisé dans le codex, je révélerai mes blips. C'est-à-dire que j'enlève le blip et je pose une unité à la place. Et c'est toi qui choisis au moment où tu retires le blip. Voilà, c'est ça. Et tu as le droit de mettre des leurres aussi. Alors, on pouvait poser des leurres, effectivement, pour l'instant, je ne les ai pas retrouvés. Par contre, je peux réenterrer des unités. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elles soient sur la table, elles seront en FEP plus tard. Donc en fait, c'est une façon d'utiliser des leurres. Ce qui fait que, si la révélation des blips se fait soit avant ma phase de mouvement, ce qui est logique, donc que je puisse jouer si j'ai le premier tour. Ouais. Si j'ai le deuxième tour, ce sera à la fin de la phase de mouvement adverse. Ce qui me permet de sortir les unités en fonction un petit peu du comportement de l'adversaire. Si j'ai des unités anti-infanterie qui arrivent sur la gauche, je mettrai forcément des véhicules. Ok, d'accord, c'est intéressant ça. C'est très intéressant parce que du coup, ça te prémunit, oui, tout à fait, prémunit, ça se dit. De tout ce qui peut être frappe en profondeur, enfin pas frappe en profondeur, mais alpha strike, premier tour où on va charger, ainsi de suite. Tu peux mettre plus facilement des cordons ou des unités qui vont être la réponse à ce que tu as en face. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est ce qui fait la richesse aussi du culte. Autre point intéressant, c'est qu'à la fin de cette phase de mouvement, l'adversaire de sa phase de mouvement, avant que je révèle mes buts, ne pourra pas être à moins de 9 pas de mes pions. D'accord. Il peut pas être à moins de 9 pas. Non. Non, même, admettons, je joue un joueur tyrannide avec une catapulte à Genestealer qui va faire ses 24-35 pas, et il s'arrêtera à 9 pas de mes pions. Ok, donc ça c'est un break, c'est écrit là. Bon, ok, on peut pas, donc c'est embuscade, c'est la règle. Une ennemie ne peut pas être placée ni se déplacer à 9 pas de vos pions embusqués. Ok. Alors, autre chose particulière, c'est les frappes en profondeur, avec la règle sous terre. Exactement, alors celle-ci ne concerne que de l'infanterie et des motards, parce que le but du jeu c'est de représenter un réseau de tunnels sous le champ de bataille, et des trappes par lesquelles les unités culte Genestealer sortiraient. Eh bien, ça permet de faire des fêtes d'infanterie, de base à 8 pas des figurines ennemies, on gagne un pas quand même, c'est pas mal, ou à 6 pas, si on décide de ne pas charger. D'accord. Ce qui donne un truc intéressant pour tout ce qui est lance-flamme, choses comme ça, pistolet, choses qui est à courte portée, voilà. Et qui est pistolet lance-flamme, ça passe. D'accord. On revient sur ces fêtes à 8 pas et à 6 pas, pour dire aussi que ça permet de développer cette tactique, cette technique qui est propre au culte, qui s'appelle le tir croisé. Alors, le tir croisé, toutes les unités n'ont pas tir croisé, déjà, dans un premier temps. Celles qui l'ont peuvent donc appliquer la règle de tir croisé et distribuer des jetons tir croisé. Pour distribuer un jeton tir croisé à une unité ennemie, il faut qu'elle ait eu au moins 5 touches, ou une ou plusieurs touches, c'est comme ça que c'est écrit, au moins une, ayant une caractéristique de dégâts autre que 1. D'accord, multiple. Autre que 1. Ouais. Autre que 1, ça veut dire que si c'est D3, ça marche aussi. Oui, tout à fait. D'accord, donc ça c'est intéressant. Une fois qu'une unité ennemie a un jeton tir croisé,
elle est du coup marquée en fait, Ouais. et elle déclenche d'autres règles. C'est-à-dire que si une unité qui a tir croisé tire sur une unité qui a déjà un jeton tir croisé, Ok. on aura +1 à la touche. C'est bien. C'est très très bien. Plus un faut touche, c'est pas mal. On faut pas oublier qu'on est des humains, enfin, à moitié humains, donc on a une CT de 4. Donc on passe à 3. Ah ouais, d'accord, d'accord. Oui, c'est pas mal. Bien, et ensuite on a un petit diagramme qui est expliqué, où on peut le retrouver sur Warhammer Community. On peut exposer les unités qui ont été touchées par le tir croisé. Si elles sont en fait sur une ligne qui joint 2 unités qui ont tir croisé. D'accord. Donc là, bah, typiquement, si vous avez une unité là, une unité là, et que, bah, votre unité est ici, et ben là, c'est un tir croisé. Voilà, elle est exposée. Exposée, et là, c'est +1 à la blesse. +1 à la blesse, exactement. Et là, ça commence à être sérieux. Voilà, et donc même un petit fusil mitrailleur à 3 en force, ça commence à faire peur au Space Marine. Oui, ou Space Marine, ou à d'autres. Oui, mais bon, c'est un petit peu le maître étalon, le Space Marine. Ouais, bien sûr. Donc on arrive quand même à toucher à 3+ du Space Marine et le blesser à 4+, avec un pauvre acolyte hybride qui vaut 11 points. Quand même. Bah oui, mais bon, il sait faire d'autres trucs aussi. Ah ouais. Alors, justement, parce qu'il vaut 11 points, il n'est pas très cher, mais il a un autre truc en plus avec la règle mobiliser le culte. Exactement. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le culte ou qui l'ont affronté dans la dernière version, la bannière du culte, elle avait surtout un effet esthétique ou sur le moral. Aujourd'hui, elle permet de rappeler des troupes. Donc on mobilise le culte. En phase de commandement, une unité qui a une bannière du culte peut ramener un des 6 figurines de l'unité, sans excéder l'effectif de départ, s'il s'agit de néophytes, et un des 3 s'il s'agit d'autre chose que des néophytes, donc typiquement des acolytes hybrides ou des acolytes métamorphes. D'accord, c'est pas mal ça. Et ça c'est gratuit. Enfin c'est gratuit. C'est une option, c'est 15 points la bannière. D'accord, mais ça rentre pas dans ton coût global des ans. Et si ton bah évidemment, si ton unité elle est whippée, là tu peux pas relever. D'accord. Alors ensuite, une des autres règles importantes qui couvre toute l'armée, c'est la règle loyauté aveugle. Voilà. Les membres du culte sont absolument dévoués à la cause, corps et âme, et sont donc prêts à sacrifier leur vie pour maintenir celle de leur leader. Autrement dit, si un personnage perd un point de vie en étant à 3 pas d'une unité d'infanterie, ayant la règle loyauté aveugle, et bien sûr un 4+, c'est une figurine de l'unité adjacente au personnage qui mourra à la place de faire perdre un point de vie au personnage. Si, c'est bien. Enfin, fait, c'est un peu comme les drones. Les drones tôt. Oui, il y a un peu de ça. Moi, je vois plus ça comme un réservoir de points de vie pour un personnage. Ok. Bah ouais, mais c'est bien quand même. Ah, mais c'est vachement bien. Parce que, comme on l'a dit au départ, les personnages sont structurants, donc la perte d'un personnage peut être vraiment préjudiciable pour le rendement, on va dire, de l'arme. Absolument. Alors, il y a autre chose dont on avait parlé, c'est la planification magistrale. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc ça, c'est encore une règle qui est plus ou moins globale. Alors, j'ai bien, parce que, comme dans les codex V9, c'est pas toujours bien rangé. C'est pas très logique. Mais donc, la planification magistrale est là. Voilà, les datasheets sont là, c'est vrai que c'est dommage. Au milieu, il y a les règles de croisade. C'est pourquoi. Voilà. Donc, la planification magistrale tient quand même sur 2 pages. Hein. Et il s'agit en fait d'un système d'équipement pour représenter finalement la planification de l'insurrection. Chaque unité peut recevoir un petit bonus contre un certain coût en points, entre 10 et 20 à peu près, suivant ce qu'on choisit. Et on déclenche en fait des règles spéciales pour l'unité. Donc chaque unité avec cette règle peut avoir... Non, chaque unité du culte. À chaque unité du culte. Absolument. Donc tu peux, en fait, quelque part customiser la moindre unité d'infanterie avec cette planification magistrale. Est-ce que tu peux nous en donner une, par exemple? Par exemple, celle que j'aime bien, moi, c'est tapis en attente, unité d'infanterie uniquement quand cette unité est mise en place sur le champ de bataille comme renfort, après avoir été placée sous terre. Vous vous souvenez? Elle peut être tapis en attente. Dans ce cas, placer l'unité n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 3 pas de toute figurine ennemie. Jusqu'à la fin du tour, cette unité n'est pas éligible pour déclarer une charge, ce qui est normal. Ouais. Ce qui veut dire que potentiellement tu peux reprendre un objectif. Absolument. Et en fait, non seulement il y a cette utilisation-là pour l'objectif, effectivement, qui tombe sous le sens, mais il y a aussi pour la règle tir croisé. Ah oui. On peut qu'il y ait un petit trou où on peut mettre une unité. On fait popper une unité avec tir croisé et on expose 4 figurines d'un coup. Ok. Enfin, 4 unités d'un coup, pardon. Ok. Alors, au niveau, on verra après dans les planifications magistrales comment dans la liste à 1000 points tu les as intégrées.
Intéressant aussi, les stratagèmes. Alors, tu m'as dit en off qu'ils n'étaient pas forcément super importants, c'est-à-dire qu'il n'est pas une... C'est pas comme la physiologie transhumaine où tu es quasiment obligé de te garder un point de côté à chaque fois. En revanche, ils vont te permettre de te booster situationnellement. Exactement. Donc c'est pas totalement structurel par rapport à ta liste d'armées. En revanche, il faut bien les réfléchir par rapport à des situations dans la game. Donc il y en a 3 ou 4 que tu as mis, voilà. que tu as ressorti. Tu peux nous dire lesquels. Vas-y. Voilà. Je sais pas si ça va bien passer à la caméra, mais partout où j'ai mis mes petits stickers orange, c'est de l'offensif. D'accord. Donc on a quasiment 80% de stratagèmes offensifs. Ok. Donc clairement ça définit l'armée, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour mener une insurrection. Du coup c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que le problème du culte souvent c'est qu'il avait pas de problème à prendre la table, en revanche il avait du mal à tanker. Alors maintenant avec la règle que tu nous as citée précédemment, à savoir la règle mobiliser le culte, bah ça va rendre un petit peu plus tanky quand même. Voilà, alors, en utilisation de stratagème, moi sur les parties tests que j'ai fait, j'aimais bien dépenser 2 PC pour réussir un test automatiquement de morale. Ouais. Notamment sur des néophytes, pour pouvoir repopper, être certain de repopper, et continuer à disputer le point. Voilà. Ok. Donc non, voilà, en termes de stratagèmes, ce qu'on peut noter, c'est que les stratagèmes sont quasiment, on pourra voir le détail, mais à 1 PC chacun. Alors, un des rares à 2 PC, voilà, on va en parler, c'est Rébellion planifiée. Utilisez ce stratagème quand vous devez révéler vos pions embuscade. Si vous jouez une bataille, patrouille ou incursion, vous pouvez retirer 1 de vos pions embuscade. Si une force de frappe ou d'offensive, on en retire 2. Et pour chaque pion embuscade retiré, replacez-le sur le champ de bataille entièrement dans votre zone de déploiement à plus de 9 pas de toute figurine ennemie. Ensuite, révélez normalement tous vos pions. Autrement dit, on fait un refus flanc pour 2 PC, hop. Ah ouais, pas mal ça. Et petite chose sympa. Et rappelons-le que tu le fais, si tu joues en second, tu le fais après le mouvement de l'adversaire. Exactement. Donc là, du coup, on peut vraiment couper l'arbre sur le pied. Et un que j'aime, alors celui-là par contre j'aime bien parce que j'adore la figurine, c'est le Sanctus. Le Sanctus c'est l'assassin du culte avec sa dague. Donc ça marche si on utilise le Sanctus soit au tir, soit au corps à corps. Et donc pour un PC, je peux, jusqu'au début de la prochaine phase de tir, l'unité de cette figurine perd ses aptitudes d'aura. Ah oui. Cette figurine ennemie est un psycheur, elle subit un Perfidy Warp. Si cette figurine en ennemie, plus, si elle est un psycheur. D'accord. Donc voilà, donc le Sanctus, lui, s'il réussit une charge, il fait un point de vie, ou alors au tir, donc il peut le faire aussi. Et ben, à plus d'aura, et un petit péril, fait plaisir. Alors, question suivante, comment s'articule l'armée? Est-ce que tu la vois plus comme une armée de masse, une armée d'élite? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais j'ai envie de te dire qu'on peut la jouer comme on veut. Ah. Vraiment, dans le sens où ce qui est vraiment conditionnant, c'est le culte, un peu comme le chapitre dans Space Marine, le culte qu'on décide de jouer. Pour ma part, j'ai choisi le rouage lamé. Le rouage lamé. Voilà, qui en fait utilise un autre culte et utiliser des packs d'aberrants et d'acolytes pour être beaucoup plus impactant corps à corps. Il y a même un trait de culte qui s'appelle convoi militaire. Enfin, grosso modo, beaucoup de véhicules si on veut. On peut vraiment jouer comme on veut. D'accord. Donc, ce qui est le plus important en définitive, avant de construire sa liste, puisque ce sera la finalité de cette vidéo, c'est que il faut choisir en fait un culte quelque part dont le système de jeu nous plaît. Oui, ou le fluff nous plaît. Voilà, le fluff et la façon de combattre finalement. D'accord. Donc toi tu choisis rouage lamé. Il y a aussi la possibilité de créer son propre culte. Ouais, tu m'as expliqué ça. C'est bien ça. Avec on a 4 points presque de réquisition et on choisit. Et on choisit, c'est sur la page Culte des Myriades, donc en page 62, pour ceux qu'on connecte. Et en fait, on nous explique qu'on a 4 points pour acheter en fait différents traits pour assembler son culte un peu comme on a envie. Il y a des traits à 4. Ah ouais, carrément. Oui, bah, du coup ça c'est le culte de la vrille. Voilà. D'accord. Et sinon après on a des cultes à 3, des compétences à 3 points, 2 points, 1 point. Donc si on veut avoir 4 compétences à 1 point, et on a des choses un peu qui peuvent être un peu amusantes, donc il y a peut-être quelque chose de sympa à faire, et surtout de très fluff. De très fluff à faire, ouais. Ok. On va passer tout de suite quand même à celles qui sont les cultes, on va dire classiques. Ouais. Donc le rouage lamé, qui est celui que tu as choisi, donc c'est un vul à 6. C'est ça. Une relance de blesse ou de tir, enfin une relance... Une relance de blessure pour le tir
ou le combat au corps à corps. Ouais, une relance de dés, pardon, la faire mieux. Une relance de dés pour la... une relance de dés, soit à la touche, soit à la blessure. Voilà. Pour chaque unité. Pour chaque unité, ouais. Donc c'est quand même pas mal. Et une augmentation de 3 pas des portées. 3 pas de portée, c'est bien. Donc ça, c'est ce que tu as choisi, toi. Ça te permet d'être un petit peu plus tanky avec cet invul à 6. Et on verra plus tard, dans la création de liste, qu'on peut passer sur des avions à 5, voire même des avions à 4. On pourrait. Ensuite, tu m'as parlé de l'hélice altérée. Oui. Alors l'hélice altérée, c'est un peu le culte des biophagus, hein, l'espèce de médecin qui fait des mutations. D'accord. Donc eux ont plus 1 en force. Donc, aussi appelé Dr Maboul. Un peu, hein, il fait des trucs bizarres. Donc plus 1 en force, mine de rien, c'est pas mal. Plus 1 à la caractéristique de mouvement, c'est très bien. C'est très bien. Et un jet de blessure non modifié de 1 ou 2 sera toujours un échec sur les unités de ce culte. D'accord. C'est une mini physio. Ouais, une mini physiologie transhumaine. Donc 1 ou 2, on n'est pas blessé. Et en plus de ça, plus 1 en force et plus 1 en mouvement. C'est-à-dire que au corps à corps, ça peut être pas mal. La petite physio, c'est aussi bien au tir que au corps à corps. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Ouais, ils sont quand même, ils sont burnés quand même. Ceux-là. C'est pour ça que ceux-là avec des packs d'aberrants, on sent que bon, ça va être compliqué. Avec le docteur marseillais derrière, ça on voit pas. Voilà. Et ensuite, on a l'empereur à 4 bras. Donc comme je les ai pris pas dans les bons trucs, ça te fait obliger. Mais c'est pas grave. Hein, ça m'oblige à tourner les pages et parler ensuite. L'empereur à 4 bras, donc c'est un peu le culte presque générique, c'est un peu celui qu'on a tendance à voir au niveau couleur en tout cas. Lui il peut relancer ses jets de charge tout le temps, et quand on se fait tirer dessus à plus de 12 pas, on est en couvert léger. D'accord. C'est un peu une Raven Guard. C'est un peu une Raven Guard et ça relance les charges. C'est marrant, c'est un petit peu antithétique le fait de devoir relancer ses charges. Ouais, c'est pas mal. Mais ça leur permet en fait d'avancer plus avant de pouvoir lancer la charge. Non, mais là c'est 12 pas ou 18 pas? C'est 12 pas. Ah, donc ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a la griffe rouillée, pardon. Voilà, les cousins du rouage lamé. Eux, à chaque fois qu'une attaque est allouée à une figurine avec ce credo, donc ce qu'on appelle ça des credos, hein, avec une caractéristique de pénétration d'armure de -1 ou -2, la PA de cette attaque est dégradée de 1. C'est-à-dire que la PA -1 devient 0, la -2 devient 1. C'est un peu les sorts de bataille du culte. Il y a un peu. Et bien sûr, il y a une deuxième. Hein. À chaque fois qu'une unité avec ce credo effectue un mouvement normal ou une avance à votre phase de mouvement, jusqu'à la fin de votre phase de tir, elle compte comme étant restée immobile. D'accord. Donc ça veut dire que les armes lourdes font des avances. Ouais, d'accord. Et ça commence à causer. Alors, après cette review des différents, on les a pas tous passés, mais les principaux, on va dire, cultes, on va passer à celui que tu as choisi, c'est-à-dire le rouage lamé. Alors, historiquement, c'est toujours celui que tu as joué, d'ailleurs. Oui, Voilà. Parce que c'était, comme tu sais que je fais mes armées toujours pour progresser sur quelque chose, là l'objectif c'était le orange, et en fait il s'avère que ça faisait très mineur, ça, donc du coup ça au niveau du culte, ça me paraissait logique, le rouage lamé. D'ailleurs, c'est ce que tu me disais, Orcam, c'est que la volonté dans la création de ton culte, si j'ose dire, pas facile à dire comme phrase, la volonté dans la création de ton culte. Ça fait beaucoup de mots, ouais. C'était justement de jouer des mineurs qui sortaient comme ça, une insurrection de mineurs. Donc, non pas des mineurs. Ouais, j'étais sûr que t'allais la faire. Mais des mineurs qui creusent. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler des traits de seigneur de guerre, enfin du trait de seigneur de guerre, de la relique, des strata et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que donc chaque culte, grand culte en tout cas défini, a un trait de seigneur de guerre qui lui est propre, une relique qui lui est propre, un strata et un pouvoir. Ce qui est maintenant ce qui se fait en V9 sur tous les... Donc, le trait de seigneur de guerre, c'est obsession dévorante, c'est-à-dire que le seigneur de guerre, lui, désignera une unité adverse, et tant qu'on est à 6 pas du seigneur de guerre, à chaque fois qu'on fait une attaque sur cette unité, on relance les jets de blessure, intégralement. C'est super fort, d'autant plus que tu peux très bien prendre ce trait-là, et avec un PC prendre un autre trait, comme on le verra pour ta liste, c'est-à-dire mettre 2 traits de seigneur de guerre, non pas sur la même figurine, mais sur 2 QG différents, étant donné que c'est quand même une armée qui a pas mal de QG, pas mal de personnages. Ensuite, tu as parlé de relique. Voilà, alors, la relique du rouage lamé, c'est la marque de l'Omnimessie Griffu. Hein. On ne se réinvente pas, hein. On a toujours, on aime bien déformer un petit peu les cultures locales. Le porteur gagne une invul à 4+, ce qui est déjà pas négligeable.
Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'au début de chaque phase de combat, et j'insiste sur chaque phase de combat, jetez un dé de 6 pour chaque unité ennemie à portée d'engagement du porteur. Sur 2 et 3, elle subit une blessure mortelle. 4, 5, 2 blessures mortelles. Et sur un 6, elle subira 3 blessures mortelles. Pour chaque unité ennemie. Si j'ai 3 unités ennemies à portée de mon seigneur de guerre, j'ai 3 dés. Et bah là, t'as une. Là, t'as 2. Vous allez vachement bien le voir. Voilà. 3 dés. Ouais, alors, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, contrairement à ce qu'on pense, et dans ton optique de liste, est quelque chose qui va être défensif. Absolument. C'est-à-dire que si t'es agressé, c'est ce qui va te permettre de te enfin, pas de désagresser, mais de faire mal à un adversaire qui viendrait... On va attendrir la viande, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors ensuite, il y a un strata aussi. Alors, un strata. Alors celui-là, c'est un strata de réquisition au moment de constituer la liste. Bionique d'inspiration Xenos. Bionique d'inspiration Xenos. Voilà, parce que le roulage lamé, lui, en fait, sa 6+ vient de bionique, en fait, qu'ils ont, plus ou moins. Hein. C'est un monde du Mechanicus, mine de rien. Donc on est un peu dans l'esprit Necromunda, là. Oui, tout à fait. D'accord. Hein. Et du coup, là, on a déformé, on a utilisé des bioniques et de la technologie Xenos. Attention, il y a des Swatch Veil. Ouais, là, on est plus que dans l'hérétisme. Exactement. Et bien donc, avant la bataille, on peut utiliser ça sur une infanterie ou un motard. Ouais. Et on lui fait gagner un 5+. Si l'unité a un rang de puissance de 6 ou moins, il ne coûte qu'un PC. Un 5+ 1 vue. 5+1 vue, tout à fait. D'accord. Donc on se rappelle que on verra un petit peu plus tard qu'il y a des méthodes pour gagner 1 à la sauvegarde d'armure, mais aussi à la sauvegarde invulnérable. Donc il faut bien garder ça en tête. Et là, par contre, on peut s'en servir qu'une seule fois et c'est sur une seule unité. Oui. D'accord. Bon, un petit strata sympa quand même. Hein. Ouais. Et le pouvoir psy, que j'aime bien, moi, perso. Ouais. Impulsion électrosynaptique, charge warp de 5, donc pas énorme. S'il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, tant qu'une unité rouage lami est à 3 pas de ce psycheur, chaque fois qu'une attaque de caractéristique de dégâts de 1 est allouée, ajoutez 1 à tout jet de sauvegarde effectué. À tout jet de sauvegarde, voilà. Donc on y vient avec ce petit... voilà, d'accord. Ok, donc là, typiquement, tu as une sauvegarde à 4+1 vue sur ton chef, tu peux le mettre sur ton chef. Absolument. Et ben il se retrouve avec une 3+, s'il prend un s'il a côté du psycheur, s'il prend un dégât. Contre une volée de bolter, ça fait plaisir. C'est pas mal, on n'oublie pas que l'armée dans son ensemble a une enduit à 3. Absolument. Sauf peut-être les aberrants. Oui, non, les aberrants, ils ont ils ont une grosse invue. Mais voilà, tout ce qui est acolyte, enfin néophyte notamment, sont des humains, donc une enduit à 3, hein, tout simplement. Ok. Bon, alors, on va passer maintenant dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent découvrir et se faire une petite liste. Moi je dois avouer un truc. Le culte, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas que le culte soit pas mon truc, mais le culte, c'est pas mon truc. Ouais. Mais t'aimes pas qu'on monte notre culte aussi, toi? Non, j'ai jamais trop accroché ce côté insurrectionnel, ce côté, bon, voilà, lutte finale, tout ça, c'est pas bon. Bon, mais quand j'ai vu ta liste et la manière dont tu la jouais, et en plus, le fait que, avec un Battle Force, plus une figurine à côté, on est quand même sur moins de 200 balles. 200 balles avec le bouquin. Ouais, on a une armée qui est jouable en 2v2. 1000 points avec un autre gars à 1000 points sur des tournois de V2 et qui, sur des petites parties à 1000 points ou des parties de croisade, est super fun à jouer. Parce qu'avec plein de petits machins, les blips, les ceci, les cela, ça donne envie. Ouais. Non mais j'aime toujours les trucs un peu bizarres et c'est jamais toujours plaisant d'ailleurs. Mais ça donne envie. Et là, je dois dire que ça va être ça. Donc on va partir sur ta liste à 1000 points. On va commencer tout de suite par tout simplement les unités. T'es parti sur un bataillon. Oui. À 1000 points. Bah ouais, c'est facile. Tranquille. Hein, on est presque dans l'Astra Militarum. Donc un bataillon à 1000 points. Avec un nombre d'unités quand même assez conséquent. 36 figurines pour 10 unités. Voilà. Et on vous dira pour moins de 200 balles, hein, moins de 200 €. Donc 2 QG, c'est ça. Oui. Bon, tu vas nous l'expliquer, parce que sinon moi je ne sais pas l'expliquer aussi bien que toi, parce qu'il y a toute une idée entre les personnages qui rendent gratuits les autres, et ainsi de suite. Donc vas-y, explique-nous. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on construit sa liste du culte, c'est que chaque slot QG offre le droit de mettre un personnage en dehors du schéma d'armée réglementaire. D'accord. Sans pour autant compromettre la réglementarité. Ça se dit ça? Ouais, enfin tu casses pas ton détachement. Voilà, c'est bien ça. Voilà, on casse pas son détachement. Ouais. Voilà.
Ah, c'est l'expérience professionnelle. Voilà, c'est ça. Donc, avec 2 QG, je peux ajouter 2 personnages, souvent de l'élite, hors détachement. C'est cool parce que, on le verra, mais les personnages sont structurants. Les troupes sont là pour prendre la table et marquer des points, ou engluer l'adversaire, mais les élites sont là pour faire la différence. Ah oui, clairement. À 1000 points, ça se sent pas trop, mais clairement, quand tu vas monter en points, le nombre de troupes élites, le nombre d'unités élites va monter. Et donc, typiquement en bataillon, tu as le droit à 3 élites. 3 élites. Je sais pas si c'est pas 4 maintenant, mais 3 ou 4, c'est pas important. Et du coup, le fait d'avoir, on le voit pendant la Death Guard, souvent on est limité par ça. Alors que là, le fait qu'il soit gratuit avec les QG, c'est vraiment... Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment belle, surtout que c'est vraiment ces personnages élites qui vont permettre de lancer en fait une stratégie. Alors je t'écoute. Alors, en premier QG, j'ai choisi mon Primus, donc c'est le chef de l'insurrection. C'est pas le patriarche, hein, c'est celui qui a 3 bras avec son épée d'os. D'accord. C'est un peu le général. C'est un peu le Jean-Luc Mélenchon du truc. Oui, c'est ça. Il a pas content. Il est pas content. Voilà, le syndicat n'est pas content. Pas content télé, si tu nous regardes. Voilà, avec plaisir. Alors pourquoi un Primus? Parce que non seulement il a une aura, mais il a une compétence spéciale. D'accord. Je vais vous la lire parce que faut bien s'imaginer quand même. Planificateur méticuleux, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est un mec qui planifie de manière méticuleuse. C'est ça. D'accord. C'est sympa comme caractère quand même. Ouais. À votre phase de commandement, choisissez une unité base du culte, ami à 9 pas. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, chaque attaque d'une figurine de l'unité choisie relancez tout jet de blessure de 1, sachant que son aura fait relancer les 1 à la touche. D'accord, donc une fois par tour, en fait, globalement, t'as une unité qui va avoir relance D1 à la touche et relance D1 à la blesse. Exactement. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas fini, parce que on peut payer un petit équipement qui lui permettra de lancer 2 fois son planificateur méticuleux. Alors, c'est un équipement, c'est quoi? C'est une relique? C'est une planification magistrale. Ah, d'accord, c'est une planification qu'on a vue tout à l'heure, d'accord. Une planification magistrale qui coûte une quinzaine de points, je crois. Alors, celle-ci doit coûter peut-être un peu plus cher. Enfin, on a toujours entre 10 et 20. Hein. Ouais. D'accord, et donc là, ça te permet d'avoir, de lancer 2 fois, et sur des unités pas base. Ah ouais. Ah mais ça détend. Ah ouais. Donc ça veut dire que tu peux le faire sur un véhicule, par exemple. Voilà. Donc qui dit Primus... Alors le Primus, bon bah mouvement 6, CC2, CT2 quand même, hein, ouais, quand même. Force 4... En du 4. En du 4 Ah ouais non, parce que lui je lui ai payé une relique... Ah d'accord. Je lui ai payé un trait, pardon. Je lui ai payé un trait adaptation biomorphique, donc une endu à 5, et 5 attaques au lieu de 4. D'accord. Toujours dans cette logique de contre-close. Oui. En fait, lui, il est là quand même, si jamais ça vient contacter les unités pour un petit peu pacifier... Alors, j'avais anticipé un peu, excuse-moi. Donc, en trait de seigneur de guerre, tu lui as mis... adaptation biomorphique, voilà. Plus 1 en endurance, plus une attaque. Et en relique? Et en relique, eh bien, la marque de l'Omni-Messie Griffu, un vul à 4+, et le distributeur de mortels en phase de combat. Ah oui, donc ça fait un petit personnage d'où, quand on s'en approche, faut se méfier quand même un petit peu. Faut être sûr de l'éclater tout de suite. Avec mon Primus, je mets un Nexus. Bon. Un Nexus. Donc on a un Primus armé pour le corps à corps quand même. Hein. Alors ce Primus, qui est donc là en contre-clause, on va y arriver, qui est donc là en contre-clause pour justement pour protéger par exemple d'un personnage ennemi qui viendrait te foncer dessus. Il y a un petit truc aussi, c'est que alors ça marche pas à ton tour, tu peux pas lui mettre le fight class à ton tour du coup. Si, c'est à mon tour justement. Il faut que je le charge. Il a son pion tir croisé. Il est menaçant. J'envoie le Primus dessus avec, tant qu'à faire, 2-3 néophytes qui sont apportés pour aller intercepter des points de vie, hein, se jeter en travers des coups de crosse. Hein. Et du coup, pour un petit PC, comme il a son pion tir croisé, ouais. Et ben il combattra en dernier. D'accord. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Tu peux pas le faire autour de l'adversaire puisque... Et les jetons tir croisé sont effacés à la fin de mon tour. À la fin de ton tour, d'accord. Bon, c'est presque dommage, mais c'est plutôt pas mal. Alors donc les Primus, toi tu dis que de toute façon tes QG, ils vont toujours par 2.
comme les témoins de Jéhovah. Tout à fait. Donc ils vont toujours par deux et tu lui as mis un Nexos. Voilà, dans le slot gratuit qu'il débloque, j'ai mis un Nexos. Alors le Nexos, autant dans le codex d'avant, il servait à rien, à part gagner des PC. Autant là, il est absolument nécessaire. D'accord. Bah vas-y, parle-nous. Parle-nous du Nexos. Mais je vous en parle. Qu'est-ce qu'il a? Il a déjà analyse du champ de bataille. À votre phase de commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. L'unité gagne un pion de serre croisé. Ça, c'est à la phase de commandement. À la fin de ta phase de commandement. C'est pas à la fin de commandement adverse, ça? Non, c'est à votre phase de commandement. Déjà, c'est pas mal. Ça calme. Deuxième attitude, coordinateur stratégique. À votre phase de commandement, choisissez une unité base du culte, puis choisissez une figurine personnage culte, ami, donc soit un Primus, soit un Nephew, soit un Clamavus, à 6 pas du Nexos. Ouais. Ok. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité base est considérée comme étant apportée des aptitudes d'aura de la figurine personnage culte. Autrement dit, ton Primus, il est à un bout de la table. Oui. Et il peut projeter son aura à l'autre bout de la table. C'est pas mal. Enfin, son aura. Ouais, celle du Primus, d'accord. Ouais. Grâce au Nexos, il peut récupérer. La figurine qui a 6 pas du Nexos peut récupérer. Enfin, l'unité qui a 7 pas du Nexos peut récupérer l'aura du Primus qui est à l'autre bout de la table. Et je dirais même les auras. C'est pas mal. Alors, autre chose par rapport à ce Nexos, c'est que moi j'adore la figurine. C'est celui qui est sur la table holographique. Ouais, très 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 bien. Ensuite, dans ton autre QG, tu as pris un Magus, enfin une en l'occurrence, parce que j'ai préféré la figurine féminine, vachement plus jolie. Et pourquoi je prends un Psyker? Pour avoir des trucs à faire en phase de psy. Sinon c'est une phase qui sert à rien. Oui, alors, d'autant plus que les secondaires du Chapter Approve 2022, notamment au niveau du psy, sont intéressants. Alors la Magus, donc un Psyker, de base elle connaît 2 sorts, plus châtiment. Là en l'occurrence, en payant une panification magistrale, méditation dans l'ombre, elle connaît un 3e pouvoir. Ça commence à faire un bon gros panel. C'est déjà du bon psy pour 95 points. 95 points, elle connaît 3 pouvoirs. 3 pouvoirs, elle peut en lancer 2. Et dissiper une fois. Et dissiper une fois, c'est plutôt bien. Elle projette aussi une aura anti-blessure mortelle en phase de psy. 5+, Phenopain contre les BMO psy. Bon bah donc la Magus, hop, elle sort de la mallette et elle arrive sur le champ de bataille. On va passer tout de suite au cœur de l'armée avec tes troupes. Tu as choisi 3 troupes, notamment des troupes de néophytes hybrides, une unité de 10. Et là encore, on va voir les spécialisations grâce à la planification magistrale. Là, tu vas jouer typiquement tapis en attente. Alors exactement. Il y en a une qui va jouer tapis en attente, armée de plus de 2 lance-flammes, parce que chaque escouade peut porter 2 armes spé. C'est des formations d'il y a longtemps. 2 lance-flammes et 2 armes lourdes, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Donc là, je mets du lance-flamme et du canon sismique, enfin un canon à onde sismique, qui est un canon avec assez peu de portée, mais plutôt dévastateur. Donc là, l'idée, c'est de les faire popper au plus proche, donc soit à 6, soit à 3 si j'ai payé tapis en attente. D'accord. Et là, donc le canon anti-sismique, c'est ça? Le canon à onde sismique. À onde sismique. Parce que comme il a une grande barbe, des fois, je comprends pas tout ce qu'il dit. Mais on me le dit souvent, surtout toi. C'est vrai que son métier, c'est de parler dans un micro quand même. Hein. Oui, mais j'ai pas la même voix. C'est en anglais. Le canon sismique, il a 2 profils, soit lourd 6, soit lourd 3. Le lourd 6, on est sur de la force 4, PA-1, 1 dommage. Ouais. Le lourd 3, force 6, PA-2, 2 dommages. D'accord. Voilà. Un petit anti-Space Marine, pas dégueulasse. Au hasard. Voilà. Donc ça, c'est cette unité-là qui est un petit peu dans une logique de projection. Tu as une deuxième unité... Alors, je vais juste rajouter que cette projection, elle sert aussi à distribuer 1 voire 2 jetons... Puisqu'on a parlé du multi-dégâts. Voilà. Alors, pas forcément le multi-dégâts, mais surtout les 5 touches. Avec aussi. Un lance-flamme, ça va vite. Eh oui. Alors, deuxième chose, une troupe, là encore, de néophytes hybrides, dans la logique de l'insurrection minière. Toujours. Mais plutôt en fond de cours. Voilà. Plutôt équipé avec un laser minier. Donc qui est un bon canon laser déjà, hein, avec un peu moins de portée qu'un canon laser traditionnel, mais ça reste un canon laser. Une mitrailleuse. Et des lance-grenades. Et des lance-grenades, d'accord. Avec une volonté, là, pas de planification magistrale sur cette unité. Pas nécessaire. Donc là, on est sur
je regarde, je fais sa liste. On est sur 110 points sans planification. Voilà. Pour 10 figurines, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est un petit peu cher, mais c'est pas trop mal. Faut pas oublier que chacune porte une icône et repop d'un des 6. Ah oui, d'accord. Ouais. Et une icône coûte 15 points, tu m'as dit. Une icône coûte 15 ou 20 points. L'icône du culte, c'est 20 points. 20 points quand même. Mais 20 points bien dépensés. Mais 20 points bien dépensés, puisqu'il suffit que tu repopes une fois 2 figurines et c'est rentable. Ok, donc tu mets de toute façon la bannière sur toutes tes unités troupes. Ah bah oui, obligé. Troisième unité troupe, une troupe d'acolytes et non pas d'alcooliques. Ça c'est la troupe d'impact, la troupe de corps à corps, voilà. Et qui sera une troupe, on le verra, transportée. Exactement. L'intérêt des acolytes, c'est qu'ils ont une meilleure endurance, une meilleure force, ils ont plus d'attaque, et ils ont accès à des armes amusantes. Enfin, moi, je les trouve amusantes, hein, c'est soit la disqueuse, la cisaille ou la foreuse, elles sont fun. Voilà. Alors, mouvement 6, CC 3+, CT 4+, donc là, on est comme sur tes néophytes, si ce n'est que les néophytes ont une CC de 4. Exactement. On rappelle aussi que tu as quand même sur un commandement qui va de 7 à 8, ouais. Avec un commandement 9 pour le Primus. Mais il donne pas son commandement, le Primus, je pense. Mais cela dit, c'est pas mal pour des acolytes avec un commandement 8 avec le leader. Et on est sur 2 attaques par Gus, 3 attaques pour le chef, force 4, endurance 4. Ça commence à être du petit Space Marine énervé. Voilà, et sachant que c'est des armes quand même, une disqueuse, c'est quand même fait pour découper des véhicules et des armures. Hein. On va pas se mentir. C'est clair. Ça, tu ne mets pas de planification magistrale sur eux, je crois. Non, parce que justement, ils sont transportés. Donc pas trop d'intérêt. Après, effectivement, s'ils sont pas transportés, là, à ce moment-là, on va mettre celle qui permet de faire une charge à 3D, prendre les 2 meilleurs. Un piège se referme, ça s'appelle. Un piège se referme. Ça, c'est propre. Hein. Donc voilà. Donc après, il y a toujours des choses à ajuster. Sachant qu'on peut en plus les équiper, si on veut, 2 pistolets lance-flammes. D'accord. Ça permet de faire encore des jetons tir croisés. C'est toujours pas mal. Et eux, tu as choisi de pas les mettre tapis en attente. C'est-à-dire que tu les mets pas dans l'ombre. Mais ceux-là, ils sont directement dans le transport. Ok, et ben avant de parler du transport, on va parler des élites, et là c'est pas rien non plus, parce qu'on est sur quelque chose qui a fait trembler dans la V8, au début de la V8, quand le Cult Genestealer est sorti, c'était tout le monde en popait, repopait, il y en avait plein les listes, c'est les aberrants. Exactement. Donc là, 5 aberrants, première génération, des hybrides de première génération. Ouais, ceux-là ils sont pas beaux, hein. On sent que le corps n'est pas bien fini, hein. Il y a des problèmes. On est un peu dans Alien... Voilà, faut aller voir un kiné, quoi, tu vois, ouais, qui est voûté... C'est Alien... c'est combien? C'est Alien 4, celui qui est... Ouais, celui qui est hybride, là, c'était pas le meilleur Alien. Ouais. Hein? Alors... Désolé. Quoi? C'était pas le meilleur Alien, désolé. Ah bah non, c'est pas le meilleur Alien, c'est fait. C'est le 2 le meilleur. Ah, le 1. Il n'y a pas débat. Ouais, si, c'est Aliens, c'est le 2. Si, avec X. Ouais, et les Marines Coloniaux. Voilà. Alors, au niveau des dialogues, je suis d'accord. Au niveau du film, il y a débat maintenant. Faudrait les voir. Ouais. Mais bon. Bref. Vous nous direz dans le commentaire. Oui, c'est important. Alors, ça c'est important. Le reste, on s'en fout, mais ça c'est important. Donc, les 5 aberrants hybrides première génération. Vas-y, 165 points quand même. Donc là, on est quand même sur des. Ça vaut assez cher. Force 5, Endurance 5, CC 3, 6 de mouvement, 2 attaques par Gugus. Et un Vul à 5, parce que c'est sur eux que je mets le stratagème bionique d'origine Xenos. Bionique d'origine Xenos. Ça détend. Je redis parce que... Ok. Et je leur paye un piège se referme, comme ça quand ils pop, je charge à 3D et je prends les 2 meilleurs. D'accord. Un piège se referme, c'est-à-dire ça c'est une planification magistrale encore une fois. On est encore là-dedans, donc ça c'est vraiment bien. Et tu me disais que ils ont des armes énergétiques. Oui. Donc là ça plaisante pas des masses. C'est PA... PA moins moult, hein, comme on dit. C'est PA moins, regarde ton truc. Arme énergétique lourde, PA moins 2. Ouais, vas-y, pas terrible, mais sauf que c'est force plus 3 et 3 dommages flat. Donc on est sur de la force 8, 3 dommages flat, et PA moins 2. Voilà, et sachant qu'on touche sur du 3+. C'est pas mal. Et tu peux avoir la relance D1. Je peux avoir la relance avec l'abominant, qui vient derrière. Il y a une synergie là. Il y a une synergie. Alors, il dit, monsieur, ouais, l'abominant. L'abominant, ouais, c'est vrai, il est pas beau, hein, lui. C'est celui qui a la moitié de visage. En fait, lui, c'est un aberrant, aberrant plus. Hein, ouais. C'est un leader d'aberrant, en fait. Mais il y a 3 attaques déjà. Ouais, donc déjà. Et surtout qu'il a
une aura exprès pour les aberrants. C'est dingue que je les mette ensemble. Comme quoi, le mec il lit son codex et il se doute bien qu'il y a un trick. Alors, lui c'est l'élu, donc c'est l'élu des aberrants, c'est Néo en plus moche. Quoique. Ouais, c'est vrai que dans le... Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'était pas très bien fait à l'époque, mais bon. Tant qu'une unité aberrant du culte est à 6 pas de cette figurine, chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité, vous pouvez relancer le jet de touche. Donc ça veut dire que mon pack d'aberrants va toucher à 3+, full relance. Ça va. Ça fait du 80% de réussite. Force 8, dégâts 3, c'est ça? Dégâts flat 3 avec une PA -2. Ça va. Ouais, non, ça va. Je connais les Night Lords qui s'en souviennent de mes muchos, qui me regardent. Bon, ok. Donc là, ta synergie, bon, assez simple, hein, mais quand même assez sympa. Et alors, autre chose que tu n'as pas dit, et c'est valable aussi sur les aberrants et sur l'abominant, il me semble, c'est la règle spé, -1 en dégâts. Exactement. Ils sont, c'est Vigueur Bestial qui leur permet d'avoir -1 dégâts, comme un Dreadnought. Sauf que, comme la Death Guard. Aussi. En même temps, il y a peut-être un lien de parenté, quand on les voit, ils sont pas beaux. Ah, d'accord. Et l'abominant, lui, bénéficie d'un Feel No Pain à 5+. Ouais. En plus Bah oui, en plus, c'est l'élu. D'accord. Et il a la règle personnage? Il a la règle personnage, tout à fait. Donc tu peux lui mettre une relique ou un trait de seigneur de guerre qui pourrait, par hasard, lui permettre d'avoir +1, voilà, il y a des sauvegardes, des choses comme ça. Ok. Et ben, donc on voit qu'il y a plein de choses à faire avec ces aberrants. Et alors eux, par contre, tu ne les mets pas dans un véhicule? Non. Non, alors c'est un choix délibéré, je préfère les faire apparaître où le besoin s'en fait sentir que d'être tributaire du véhicule et peut-être trop loin. Alors, ensuite... On arrive au Nexos, qui apparaît dans la liste. Et oui, on arrive au Nexos. On en a déjà bien parlé, mais bon, il est là. Alors je lui mets une relique. Le relais crânien. Eh oui. À quoi ça sert? Eh ben, utiliser 2 fois le Nexos par tour. Pour acheter 2 auras, à l'autre bout de la table si on veut. 2 personnages différents. Donc là, le Nexos, il faut bien le protéger. T'es un petit malin, quand même. Eh oui. T'es un petit malin. Ouais. T'es un petit malin. Ok, pour le Nexos, pour info, mouvement 6, CC3, CT3. 4 points de vie quand même, 3 attaques. Ça peut faire la blague. C'est les coups de tableau holographique. Oui, j'y mets des gros tableaux dans la gueule du mec. On passe maintenant aux attaques rapides avec le Achille. Alors le Achille, c'est juste meilleur buggy ever, G.I. Joe style. Enfin voilà, c'est... Moi j'adore la figurine. J'adore. Ouais, non, c'est une belle figurine. C'est vrai qu'il y a un côté voiture télécommandée, voiture thermique télécommandée. Alors, les équipements sont sympas aussi. Est-ce qu'il sent la nitroglycérine? Du tout. Ah bon? Non, non. Dommage. Non, je pense que ça roule à fusion, ça. Ah ouais? Je pense qu'on est sur des trucs comme ça. C'est quand même porteur de 2 mitrailleuses déjà de base. Oui. Donc ratata, ratata, ratata. Ce qui est pas mal pour un monde chien. Absolument. Achille. Ratata. C'est un Pokémon. Il est équipé de base d'un laser minier lourd. Donc c'est un laser plus par contre. Là c'est... je vous lis les stats vite fait. Tu vas me dire quoi? C'est abusé? Non mais c'est bon, c'est cheaté. Portée 36 pas, donc 39 avec mon culte. Force lourd D3, force 9, PA-3, dommage D6, avec déflagration. Non, ça va, parce que moi, ce qui m'aurait dérangé, c'était D6+3, par exemple. Mais là, D6, ça va. Ça va, ça va. Donc, il a la règle spé éclaireur. Au moment où je vais révéler où je vais décider qu'il est sous un bip, il pourra immédiatement faire une phase de mouvement. Il a 14. Et est-ce qu'il pourra charger? Eh ben, c'est pas mon tour. Hein. Enfin, ça, oui, après, il pourra charger s'il veut, mais c'est pas du tout son objectif. D'accord. Mais par contre, ça me permet, suivant les déplacements de l'adversaire, si je joue en deuxième, d'aller déjà sur un objectif et commencer à embêter. Alors, chose intéressante, il a tir croisé. Eh oui, ça c'est très intéressant, parce que du coup, on met un petit jeton en tir croisé par un coup de lance-flamme, hein, au hasard, et derrière, bam, un coup de canon laser minier lourd, ça détend. Ouais, et pour le coup, il a la possibilité aussi de vraiment bien se mettre derrière une unité avec son mouvement, et ce qui permet d'avoir non seulement le tir croisé, mais l'exposé, ce qui fait, on le rappelle, +1 à la touche et +1 à la blesse. Et là, quand tu commences à avoir de la force 9... Force 9 sur un Lehman Russe en du 8, 3+, +1, 2+, bon bah voilà.
Ça marche avec des IK aussi. Hein. Ouais. Non, c'est bien. Ça permet Et puis surtout, bah, toujours la même chose, c'est on met ce jeton, à partir de ce jeton est là, bah, même si on n'arrive pas à tuer l'unité, bah, chaque fois qu'on va tirer dessus, et ainsi de suite. Voilà. On rappelle aussi le fameux j'ai maudit cette unité, je suis à 6 pas de mon personnage qui a du Primus, et donc au final, je vais être en full relance des blés dessus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, non, c'est bien. Non, il y a moyen de... Clairement, même avec des néophytes, je pourrais faire la stat, mais même sur un IK, si on met tout, à mon avis, il y a moyen. On va maintenant passer au soutien. Le seul. Le concasseur Goliath. On peut dire une de tes figurines préférées. Voilà, moi, alors, ils ont tous un petit nom sur la liste, celui-là c'est le torréfacteur. Parce que il n'y a pas de raison que... Voilà, ils ont tous leur petit nom. Donc le torréfacteur, parce que celui-là est équipé de l'incinérateur de déblaiement. On rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu que la liste est dans la description de cette vidéo. Exactement. Donc un incinérateur de déblaiement, pourquoi? Parce que du coup, encore une fois, on allonge avec le culte, donc on arrive à 18 pas de portée, on a un assaut 2d6 touches automatique, force 6, PA-1, 1 dommage. Et il a tir croisé. Il a tir croisé, et surtout ce qui est intéressant avec ce concasseur, c'est que non seulement il est létal au tir, mais il est très fort au close. Oui. On va juste en parler 2 secondes sur le profil. Le profil au close ne baisse pas. Alors voilà, c'est un profil agressif, mais effectivement, la CC, elle reste inchangée. Même à 1 point de vie, il touche pareil sur 4+. Alors des véhicules qui touchent sur 4+, il n'y en a pas des masses. On est bien d'accord que le tir croisé ne marche pas au corps à corps. Non. D'accord. Non, c'est bien sur une attaque de tir. Mais clairement, s'il reste quelques figurines et qu'en plus tu peux leur rouler dessus, c'est que du bonheur. Voilà. Et la lame concasseuse est une arme de corps à corps très très intense. Elle va faire plus 2 à la force, donc là on arrive quand même sur de la force 8. Elle va faire moins 2 à la PA, pas énorme. Flat 2, le dommage, ça commence à calmer. Et à chaque fois que le porteur combat, s'il a effectué un mouvement de charge, il effectue 2 attaques supplémentaires. Ce qui fait qu'à pleine balle, on obtient 8 attaques. Ouais, c'est pas mal. Ça fait 4 touches stats, non c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on a dit qu'il était tir croisé, on a dit qu'il avait son incinérateur à 18 pas. Exactement. Alors il peut porter d'autres armes, hein. Il peut porter un canon laser mini lourd, il peut porter un canon sismique lourd, comme le canon sismique, mais en mieux. Il peut porter 2 autocanons, c'est possible aussi, et surtout il est transport. J'allais le dire, tu m'as coupé mon effet. Chien. Il est transport 6 figurines, du coup il transporte les acolytes. Donc qu'on a vu au début. Voilà, qui sont ceux avec les disqueuses, la foreuse. Voilà, donc quand on a fini avec ça, t'es pas mal. Alors moi ce que j'adore c'est le côté fluff, parce que t'as ton véhicule en plus que t'as peint en orange et tout, qui est bien, on va dire, véhicule d'usine, voilà. Véhicule, voilà. Et puis quand les mecs ils ont, ça te fonce dessus en braillant, et puis en écoutant du Yves Turner, et en même temps... quand t'as fini de le défoncer, quand il t'a un peu roulé dessus et puis qu'il a fini de s'engluer, bah là t'as les 5 mecs qui sortent avec leur disqueuse et leur machin. Enfin, je trouve qu'en termes de fluff, c'est génial. C'est absolument cool. Et en plus, on le notera. Alors c'était pas le cas du Achille, mais celui-là c'est moins 1 dégât. Oui, tout à fait. Conception robuste. C'est toujours ça. Conception robuste, c'est bien. Bah ouais. C'est pas mal, conception robuste. Alors, on en a fini avec cette liste. 1000 points, 36 figurines, 10 unités. Donc, excellent. Tu dépenses pas plus de PC que ça pour récupérer des trucs parce que grâce à la règle spéciale, en fait, tu customises voilà. tes unités un petit peu comme tu le veux. C'est un peu l'effet que j'ai eu, comme je te disais un peu off. Finalement, les stratagèmes, ils sont très situationnels et on peut presque faire sans. Je préfère en fait dépenser 2 PC pour réussir un test de commandement que dépenser 2 PC pour être sûr de toucher. En fait, j'ai tellement de façons de fiabiliser l'armée que finalement... On note aussi qu'il y a des reliques qui sont... on n'a pas parlé de toutes les reliques. Le but de cette review de codex n'est pas de faire une review exhaustive du codex. Vous voulez le codex, vous l'achetez. Vous avez tout le truc, vous le lisez, c'est aussi le plaisir. Là, c'est vraiment pour le débutant ou pour celui qui veut se mettre au culte comme ça, pour se faire une petite liste et tout sympa. Mais il y a plein de reliques vraiment sympas, il y a plein de traits vraiment sympas, et on le rappelle, comme il y a plein de personnages, eh ben, il y a moyen d'en spammer avec des PC. On rappelle, vous pouvez mettre avec un PC
par tranche de 1000 points, une relique supplémentaire, voire 2 reliques supplémentaires, et un trait seigneur de guerre, voire 2 traits seigneur de guerre supplémentaires. Donc vraiment, avec le stratagème qui existe donc chez eux aussi, et qui existe dans tous les codex V9. Ouais. Donc, cette liste donc, qui est parfaite pour jouer en 2v2, qui est parfaite pour faire des petites parties en 1000 points, voire même en 500 points. Donc là, typiquement, on se prend un bouquin de croisade pack de mission, on est avec des potes, et où on est dans une association, et on se joue ça, voilà. Alors, si on veut faire une croisade, il faut noter que les règles de croisade, elles sont super spéciales pour le culte, par contre. Ouais. Un peu complexe, quand même. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai lu une première fois, je me suis dit, oula, bon, faut prendre son temps, n'empêche, c'est fun. Ouais. Là, on est sur du fluff, mais ça implique quand même de vachement scénariser les missions. Yes, mais on rappelle que les packs de missions de croisade sont eux-mêmes scénarisés, oui. Et ils sont vraiment sympas. Alors, comment la jouer? Toi, tu la joues... donc, comment tu la joues, toi, par rapport à ta liste? Ton but dans les parties, comment tu es? Est-ce que tu fonces dans l'adversaire tout de suite, ou est-ce que tu es plus, voilà, tactique, machin? Comment alors, tu joues cette liste? En fait, le premier tour, je suis plutôt dans une phase d'attente. Il s'agit de traiter les menaces, parce qu'il y a des menaces pour le culte, comme toutes les armées. Tout ce qui est vraiment menaçant pour moi, avec des gros endus, des choses comme ça, il faut vraiment que je fiabilise tout de suite. Donc du coup, là, ça va être des choses très impactantes, avec le Achille, éventuellement le Goliath, des choses comme ça. Essayer d'effacer les plus grosses menaces immédiatement, et ensuite prendre la table. D'accord. Donc c'est pas une insurrection où tu vas rentrer dans la gueule de ton adversaire dès le début. Là, il faut quand même gérer des figurines qui sont relativement fragiles. C'est pas une liste d'Alpha Strike T1, non. C'est plutôt une liste de middle game, late game, où pendant un tour ou deux, tu vas gérer ton adversaire en termes de ressources, tu vas faire des échanges de ressources en essayant d'être gagnant sur ces échanges de ressources, et après, avec la logique de je repop des unités qui n'ont plus que 2 ou 3 figurines, je vais continuer à prendre la table, enfin je vais commencer à prendre la table à partir du T3, T4, T5, pour marquer le maximum de points sur la deuxième partie de la partie. C'est l'idée, et c'est les parties tests que j'ai fait. L'adversaire était table rasée tour 4, et donc du coup ça me laissait le temps d'aller chercher les points après. Oui, en général, quand il n'y a plus personne dessus, c'est qu'on n'est pas, qu'on n'est pas loin de la victoire. Mais non, mais parce que si tu as 70 points de retard, tu as 70 points de retard quand même. Certes. On va quand même noter que c'est ton choix par rapport à ton culte. Absolument. Donc, on le rappelle. On pourrait le jouer autrement, avec l'hélice altérée. Là, ce serait vraiment. Faudrait aller vite, chercher au corps à corps, très vite au tour 1. Voilà, l'hélice altérée, plus 1, on a dit plus 1 en mouvement, et plus 1 en force. Voilà. Et la mini physio sur 1 ou 2, toujours un échec. Sur 1 ou 2, toujours un échec. Ok. Petit point intéressant sur les réserves stratégiques, la planification méticuleuse, ça s'appelle de toutes les directions. Tout à fait. Donc c'est encore un équipement qu'on peut payer à chaque unité. Celle-ci il va falloir mettre cette unité qui a cet équipement en réserve stratégique. D'accord. Et quand on va la faire arriver sur la table, on va considérer que le tour en cours est le tour en cours plus 1. Autrement dit, on peut faire une arrivée de flanc au tour 1, pardon. Au tour 1, ouais. Et une arrivée par le bord de table adverse au tour 2. Ok, donc ça c'est pas mal. Et donc tu peux le mettre à plusieurs unités. Oui. Puisque, on l'a bien dit, c'est une planification méticuleuse, donc ça coûte 15-20 points, enfin voilà. Et ça ne rentre pas dans les coûts des figurines qui doivent être sur table. Voilà, c'est en plus, cette planification magistrale permet de s'affranchir de ces limitations. Donc tu peux mettre beaucoup de figurines sur les côtés, et tu peux faire entrer dans le tour 1 en fait. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que si tu n'as pas le T1, t'as tes blips, bon, voilà. Donc le mec, de toute façon, il est loin. Si tu as le T1, du coup, tu peux quand même être offensif. Non, c'est intéressant. Très intéressant. Il y a beaucoup de façons de jouer le culte. Alors, la question était qu'est-ce que tu crains le plus comme armée? Tu en as un petit peu parlé. Les armées qui ont tendance à venir au close, par exemple. On reste de l'humain. Ouais. Le néophyte, c'est de l'humain. Ça reste fragile. Ça a une faible endurance. Donc quelque chose qui va venir vite me contacter, typiquement de l'orque, par exemple. Ça va être compliqué de s'en défaire. Il va falloir se désengager, utiliser tous les lance-flammes. Va falloir mettre beaucoup de ressources pour abattre un pack de 30 boys qui fait un dead jump. Ouais.
Mais il le fait moins automatiquement maintenant, le Danger. Ouais, mais il le fait quand même. Malheureusement. Malheureusement, je le dis bien. Il y en a qui a plus de Dakar. Enfin, de toute façon, c'est... Mais ça... Bon, bref. Non, mais voilà, c'est clairement quelque chose qui vient impacter rapidement, ça va être un problème. Il va falloir... Donc un mec qui va jouer White Square, par exemple, ou des trucs comme ça, ça peut te poser problème. Mais... Un peu plus, ouais. Mais on a vu quand même que tu as des contre-clauses, aussi bien avec ton concasseur Goliath, qui peut venir protéger, puis là, blim, prendre de côté une unité qui t'aurait impacté. Le fait que tu puisses faire, quand même avec tes personnages, booster et même les rendre bien tanky. Oui. Il y a quand même des solutions. Il y a des solutions pour pas être complètement débordé. On peut si je suis pas engagé, je peux remettre dans les tunnels une unité d'infanterie pour la faire popper au tour suivant ailleurs. Voilà. Donc, mais bon, encore une fois, il faut avoir la place de la mettre. L'évolution de ta... Alors, chose intéressante, dans ta liste, il n'y a pas de garde impériale. Non. Alors, effectivement, avec ce codex-là, les Brood Brothers ont disparu. Les data sheets des Brood Brothers ont complètement disparu. Ils sont même plus dans le codex. Non, n'apparaissent plus. Voilà. Donc, en fait, pour les avoir, il faut utiliser la règle frère de couvain. Bon, Brood Brothers, c'était bien aussi. Et donc, aller chercher dans le codex Astra Militarum. Ok. Bon. On peut pas avoir plus de 25% de son coût en points. D'accord. Et uniquement des unités qui ont accès à un trait régimentaire. D'accord. Donc bon. Après, c'est pas aberrant. C'est le cas de le dire. Exactement. C'est plutôt fleuve dans le sens où, historique, enfin en tout cas dans tout le fleuve, on a les insurrections ont tendance à détourner du matériel. Oui, plutôt que d'aller chercher un char. C'est ça, avant de lui piquer son char, il faut quand même que tu tues le mec qui est dedans. Exactement. Alors en fait, les bataillons de Brood Brothers arrivent en toute fin d'insurrection, quand on a déjà gangréné intégralement la planète, en ayant mis des généraux, etc. Et en fait, ils arrivent même dans le fleuve, à se regrouper au sein de même sections, voire régiments complets. D'accord. Ça, du coup, ils ont le contrôle du régiment. Mais c'est à la fin, donc c'est pas aberrant. Yes, justement, on va en parler. Évolution de cette liste à 1000 points. Si tu la pousses à 1005 par exemple, qui sont des schémas qui sont joués souvent, alors évidemment le schéma roi c'est 2000 points, le format roi c'est le format 2000 points entre guillemets, mais en fait on se rend compte que même dans les White Dwarfs, sur les parties qui sont jouées, c'est du 1005. Oui. Et donc et surtout dans les assauts et ainsi de suite, on va rarement à 2000 parce que les parties sont un peu trop longues. À 1005 c'est encore jouable, donc enfin c'est encore jouable en termes de timing, 3 heures, 3h30. Games Workshop dit 3 heures à 2000 points. 3 heures à 2000 points, j'ai rarement vu quand même. Même en tournoi, j'ai rarement vu. Et puis on peut pas s'empêcher de papoter, et puis voilà, donc ça prend. Non, bah oui, si c'est pour être. Voilà. Moi je joue pour m'amuser, voilà. C'est ça. Oui, hein, oui, c'est un bon moment avec un copain, lancer des dés, mettre 2-3 gifles, et puis voilà. Voilà, exactement. Tu as joué contre mes orques. Alors, évolution à 1500 points, tu m'as dit. Un Jackal Alphus. Un Jackal Alphus, voilà, le sniper à moto. Pourquoi? Parce que lui, il a la compétence cible prioritaire, qui est très sympa, donc il s'agit de... qui est en ligne de vue, il dit « Ah, lui, on le défonce !» Et hop, l'unité ennemie a un jeton, enfin, compte comme étant en tir croisé et exposé. Les deux. Les deux. Eh oui, les deux, mon capitaine. Ah ouais, là, ça commence à être sérieux. Voilà. Ensuite, avec ce Jackal Alphus, tu prends un Achille, parce que l'Achille, il a le tir croisé. Donc un deuxième Achille. Voilà. Donc un petit escadron de 2, donc on se retrouve avec 2 canons laser qui se déplacent de 14. Avec le petit... Alors moi je leur mets... On a 3 options possibles sur le Achille. Alors, je vois qu'il a les dissimulations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se déployer en blip. D'accord. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et par contre, vous n'avez pas de règles de type écran de fumée ou choses comme ça? Alors, j'y viens. 3 équipements possibles, pour le même prix toujours. Soit on a un lance-fleur, qui fait un Philopane à 6. Un lance-fleur, ouais, voilà. Ok. Soit un observateur, qui allonge la portée des armes. Soit un scrutateur. Enfin, c'est un mec qui regarde, quoi. Et donc, soit un scrutateur qui lui va en fait enlever tous les bénéfices du couvert. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça donne envie, hein. D'autant plus que vraiment les Achilles sont vraiment des figurines sympas, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'en ai vu une récemment peinte par PG de la chaîne Grégoric. Et il était noir mat avec des légers battle damage.
Il était classe, hein. Ouais. Ah, c'est joli, ouais. Il était presque pas assez Warhammer. Bah, il était Black Ops, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, les miens, ils sont orange fluo. C'est des trucs de chantier. Voilà. Donc, on a plus un à la touche. Ah ouais. Quand on y... Non. Ouais, puis ils ont le mot-clé moche. Couleur moche. Alors, donc, un Alphus, un Achille, des Genestealers. Oui, des Alors, Bloodstained. ils arrivent. Alors, déjà, Parce que c'est quand même un des attraits de ce codex, c'est de pouvoir jouer des figurines tyrannies. Oui. Enfin, Genestealer. Oui, on peut jouer des Genestealers. On peut s'allier aux Tyrannides, mais on peut pas. Il n'y a que les Genestealers auxquels on a accès dans le codex. Donc, bah, 5, hein, tout simplement. Ouais. 5 Genestealers, ça sort à 8 pas. Des tunnels, hein. Ça peut quand même avancer et charger. Ouais. Donc, c'est quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Se mentir. Et puis c'est fluff, quoi, c'est sympa. Et puis, je suis. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais quand on a un pack de 5 Genestealers qui sort derrière soi, on a tendance à vouloir tirer dessus. Là, on se dit cible prioritaire reçue. Là. Ensuite, tu as parlé d'un Sanctus assassin du culte. Alors ça, c'est ta figurine un petit peu que tu aimes. Ah, j'adore ça. Le côté assassin elfe noir. Alors, Sanctus, lui, son intérêt... Alors, moi, je le joue avec une relique, c'est l'amulette de Verme Vide. Ah, pardon, l'amulette de Wyrm du Néant. Voilà. Void Wyvern. Donc, une invue à 4+. Ouais. Une fois par bataille, quand une attaque est allouée au porteur, il peut canaliser dans l'ombre du Warp. Dans ce cas, le jet de sauvegarde est automatiquement 6. Ah ouais. Déjà, ça calme. Ouais. C'est son invue en plus. Bah, celle qui veut, c'est son jet de sauvegarde. On va pas se mentir. À chaque fois que le porteur déclare une charge, les unités ennemies ciblées de par la charge ne peuvent pas tirer en état d'alerte ou préparer leur défense contre cette charge. Pourquoi il est intéressant, notamment avec la dague? Parce qu'il a une CC à 2+, il se bénéficie de 5 attaques, il blesse automatiquement sur 2+, tout ce qui est pas véhicule ou monstre. Et donc, j'en ai parlé, pour un petit PC, on supprime une aura. Ensuite, tu nous as parlé, et pour finir ces 500 points de plus, c'est-à-dire qu'on est à 1000 points, on va pousser jusqu'à 1500, le Locus. Alors le Locus, c'est le garde du corps encapuchonné, là, qui frappe toujours en premier. Une CC à 2+. Bon, voilà. Pareil, un contre-close sur le mec qui vient agressif. On vient aider son Primus parce qu'il faut le garder en vie. Et l'intérêt, c'est que justement, lui peut prendre une BM en fait, pour sauver un point de vie du Primus sur 2+. D'accord. Quand on va le déployer, le Locus, en fait, on va décider qui il protège, et cette règle-là ne s'appliquera qu'à son protégé. Alors, petite question, parce que c'est un truc qui est valable en Orc, par exemple, mais dans d'autres armées. Un Primus, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Alors effectivement non, on peut avoir qu'un seul Primus en fait. La règle Genesect des aptitudes du détachement Cult Genestealer dit qu'on peut inclure un maximum de une figurine de chaque type personnage Cult Genestealer. D'accord, donc après sinon on est obligé d'avoir plusieurs détachements. Plusieurs détachements, ouais. Ok, et sachant qu'on rappelle qu'avec le Chapter Approved 2022, on est obligé d'avoir maintenant dans ces multi-détachements, si on joue en jeu égal, un seul culte. On n'a plus le droit de mixer. Voilà, on peut plus mixer les cultes. Voilà. Donc revenons à notre liste à 1000 points. Sur les coups. Donc en format chez Games Workshop, Combat Patrol. Elle n'est pas encore sortie. Hein. Ouais, enfin, ou incessamment, de toute façon. Oui, Combat Patrol, 120 €. Chez nos amis, chez Manu, Ligue 29 Hobby, que si vous êtes tipeur de la chaîne, moins 20%. Ça fait 100 balles. 100 balles pour un patrol dans lequel il y a à peu près ça, plus il faut mettre... Non, pas à peu près ça. Mais il faut mettre un Goliath en plus. Alors, il y a un Goliath. Non, le Goliath est présent. D'accord, c'est un Achille là. L'Achille n'y est pas. Il y a... vous trouverez les Aberrants, des Néophytes, des Acolytes. Il manquera, pour avoir celle-là, il manquera un Exos. Donc comme on disait off, quand tu me dis, est-ce que tu prends les cartes? Je te dis, bah non, parce que déjà c'est 18 € qui, très vite, au bout d'une fac, sont perdus, parce que finalement, le wording a changé ou des choses comme ça. 18 €, c'est à peu près le prix d'un Exos chez Ligue 29. Je dis ça, je dis rien. Là, c'est dit. Voilà, c'est dit en tout cas. Il faudra rajouter un petit peu de troupaille, ce que vous avez envie, que ce soit plus de l'acolyte ou du néophyte. Et je crois que c'est un Primus et un Magus, si je me souviens bien dans la... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est pour moins de 200 €, enfin disons 200 €, un peu... Enfin, oui. Vous allez être à plus de 250 si vous êtes chez Games, vous serez à peine à 200 si vous êtes chez Click 29 et tipeur de la chaîne. Voilà. Enfin voilà, c'est une armée qui était
réputée chère. Oui, en Codex V8, elle était très chère. Mais en définitive, là, on se rend compte, le Combat Patrol, tu le disais... c'est un des meilleurs rapports. C'est un bon rapport, clairement. Et là, moi, je pense que le culte, c'est intéressant de le jouer comme ça. C'est-à-dire que, moi, je pense que le culte, c'est intéressant de le jouer à 1000 points, se faire la main, parce que c'est vraiment complexe, parce qu'avec 1000 points d'armée, il y a des manières complètement différentes de le jouer. Il suffit de changer de culte, et d'un seul coup, c'est une manière complètement différente de jouer. Vous allez jouer offensif, vous allez avoir des plus en force, des machins. D'un autre côté, vous pouvez jouer hyper à la ultramarine, je me désengage, je tire, ceci, cela. Vous pouvez jouer planqué comme c'est pas possible. Aussi. Vous pouvez mettre pratiquement qu'une figurine sur la table. Enfin, il y a tas de trucs à faire. Vous rajoutez du Genestealer si vous avez une armée un petit peu tyrannide à côté. Et ben, tout, ça fait monter les points, puis vous êtes, c'est toujours marrant. Vous avez un peu d'Astra Militarum, même si on sent que c'est plus vraiment orienté vers ça, bah, ça vous fait quand même des Brood Brothers. Vous mettez ici un Lehman russe, ici un truc comme ça. Bon, bah voilà, on peut toujours mettre un Lehman russe. On peut toujours mettre un Lehman russe, on peut même mettre un escadron de Lehman russe, on peut mettre un tank commandeur si on veut, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est quand même génial. Et moi, je dois dire que c'était une armée qui ne m'intéressait pas. Et pour en avoir discuté avec toi, bah moi, 200 balles, pour avoir la possibilité, une fois de temps en temps, de me faire une petite partie bien fluff sur une logique de campagne, je me dis c'est cool. Bah ouais, non, c'est cool. C'est une armée qui est assez riche à jouer. Les figurines sont géniales. Elles sont super à peindre. Ah bah oui. Elles sont pas évidentes, mais ces petites têtes violettes, là, ces machins, ces trucs... Oui, et puis il y a plein, c'est bourré de détails. Les grappes, elles sont bourrées de détails. Il y a 20... et puis tu nous avais fait un tuto pour plein de vite. Oui. Le orange. Le orange, ça tombe bien. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé. Mais non, vraiment, c'est très agréable à peindre. Il y a plein de choses à faire. En termes de conversion, il y a plein de trucs. C'est facile, hein, rajouter un bras, tout ça, on peut vachement s'amuser. Moi, je travaille sur une Primus, sur une base de Escher. Donc une Primus féminine, du coup. Ouais, il y a ça aussi, cette espèce de passerelle avec Necromunda qui fait que... D'ailleurs, il faudra attendre, mais c'est pas déconnant, quand il y aura des figurines de Kill Team qui vont sortir sur... s'il y a une bande Kill Team qui sort avec du culte, elles seront sans doute très très sympas. Alors celles qui sont très sympas déjà dans la gamme Necromunda, c'est les Hivescums. Ouais. Qui en fait ont exactement les mêmes armures quasiment que... Enfin en tout cas le bas d'armure est identique à ceux des néophytes. Donc il y a déjà des possibilités de conversion assez fantastiques. Voilà, tout ça pour dire que les cartes, non, le codex, oui, le combat patrol, tous les jours, un petit Achille en plus, voilà, j'ai envie de dire... Mais après, voilà, déjà ça va être un format très amusant et à prendre en main, vous allez voir, ça demande un petit peu de rigueur, en tout cas en phase de commandement, et après on s'amuse. Ok. Résumé du culte. On vient de le faire en définitive. Une armée vraiment sympa, une armée fraîche, avec des modes... Mais le fait de mettre des pions sur la table à la place de mettre des figurines... Déjà, c'est rigolo. Et voir la gueule du mec en face, c'est juste... Rien pour ça, c'est rigolo. Avant, on prenait systématiquement des culs. Même en mode mou, c'était vraiment trop faible. Ouais. Il n'y avait pas de synergie suffisante. Il fallait du Benblade, il fallait du Lehman russe, il fallait de la force d'impact. Ouais, les Benblade, acheter une figurine à 150 balles pour... Voilà. Non, ça n'a pas de sens. En revanche, aujourd'hui, avec la Ritter croisée, les plus en blesse, les machins, les trucs, surtout t'as testé, depuis que t'as le codex, plusieurs batailles contre du Space Marine du Chaos. Surtout contre du Space Marine du Chaos. Ça marche. Ça marche. Sur du Space Marine, ça doit pouvoir marcher si on se démarre de bien. Après, effectivement, sur de l'orc ou des trucs un peu. Et moi, je pense que ça peut même marcher sur du Drukhari. Parce que justement, tu peux vraiment l'empêcher. Il y a de l'endu 3 en face. Ouais. Tu peux faire descendre les véhicules et derrière wiper les unités avec du lance-flamme et ainsi de suite. Donc, à mon avis, il y a moyen de se défendre un petit peu. La difficulté, c'est les endurances très hautes. Voilà. Mais là, du coup, on a les cibles prioritaires, la compétence cible prioritaire, on a les Achilles, on a les concasseurs Goliath, on a les aberrants pour taper comme des sourds. Et on a aussi le Chapter Approve 2022 qui est là, avec des changements de règles qui aussi nous amènent à devoir faire des cartes de table, à devoir faire des données Octarius, qui s'appellent maintenant les données Darkmoon, et ainsi de suite, avec un nombre de figurines. C'est plus une seule figurine, c'est un nombre de figurines. Exactement. Donc le fait de pouvoir repopper avec la petite bannière fait que là, du coup, puisque je me rappelle, il va falloir lancer un dé, il faudra faire au-dessus du nombre de figurines.
Donc typiquement, si on a une unité de 5, bah, voilà, il faudra faire des unités un peu plus populeuses. Et si on a une seule figurine, comme c'était le cas à une époque, maintenant ça marche plus. Voilà, Quoi, donc il y a ça, il y a les secondaires, il y a ceci, il y a cela. Le mot de la fin, du joueur culte. Ouais, je dirais dans ton culte. Eh bien, merci pour cette insurrection en direct. Je vous en prie. Voilà. On va rappeler que cette vidéo vous est proposée par click29-hobby.fr, que c'est le magasin partenaire de la chaîne, que Manu est un type adorable, que c'est un magasin physique à l'Andivisio, et que donc vous pouvez les appeler, vous pouvez même aller les voir si vous êtes dans le coin, que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur le Games Workshop, et aussi sur le reste d'ailleurs, il y a du Green Stuff World et ainsi de suite. N'hésitez pas à être tipeur de la chaîne aussi pour soutenir la chaîne. Parce que c'est sympa quand même. Ouais, c'est à peu près le... Voilà, c'est sympa quoi. Comme... On s'habitue quoi. On s'habitue, ouais. Allez, c'est ça ou c'est l'EHPAD hein, pour les vieux. Donc, voilà, donc puis les EHPAD en ce moment a priori... hein. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager dans votre communauté sur les réseaux sociaux. Donc le petit pouce en l'air. Vous avez aussi un lien qui est, ça peut servir pour le culte justement, 3D Board Game Accessories, qui est un lien dans la description. Ça veut, si vous cliquez, c'est un lien d'affiliation, si vous cliquez dessus et que vous commandez chez 3D Board Game, des sous-socles, du terrain, tout un tas de choses, des figurines aussi, puisqu'ils font notamment une gamme de figurines elfes, enfin de figurines Eldar noir, Proxy, qui est très jolie et qui pourrait peut-être servir pour de l'aberrant si on pousse un peu. Bon, voilà, je sais pas. Il y aurait peut-être quelque chose à jouer. Après, ils sont pas mauvais en conception 3D. Ouais, aussi. Ouais. Hein, enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, si vous cliquez par ce lien et que vous achetez des choses chez eux, moins 15% seront renversés à la chaîne. Ah, de la tunasse. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à toi, Grid. Merci de m'accueillir. Et vraiment un vrai plaisir. On espère maintenant te voir avec ce culte dans une partie sur la chaîne rapidement avec cette liste à 1000 points. Comme ça, vous la verrez sur table. Et soit je jouerai en face, soit on mettra quelqu'un d'autre en face pour que ce soit sympa, ludique et que vous la voyez en action. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur 40K Wargamers TV. Mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.